Merci de nous rejoindre dans l'Africa Newsroom pour 90 minutes d'information en Afrique et dans le monde sur fond d'analyse, de débat, de reportage et bien sûr de détente. Dans la dernière demi-heure, nous retrouverons la chronique du jour, juste après les news Afrique, le dossier du jour et les news monde. Marie-Angèle Sommer. Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir se sont achevées avec un engagement, résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était en République de Chine. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans les secteurs de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle. Enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors sur notre plateau, notre éditorialiste Alfred Chango est en notre compagnie. Bienvenue Alfred. Bonsoir. Ainsi que notre premier invité, David Wabeladio, qui est inventeur d'une écriture dont il nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bienvenue David. Merci. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité africaine en commençant par l'info du jour. Comment se partager les revenus du pétrole, se répartir la dette, mettre fin aux frictions frontalières? Salva Kiir, reçu pour la première fois en tant que chef d'État sud-soudanais à Khartoum, et son homologue Omar el-Béchir ont tenté ce week-end d'y trouver des réponses. Les détails de Lola Sorrenti. Les deux présidents côte à côte pour renouer le dialogue, une image forte et symbolique pour apaiser les tensions entre le Soudan et le Sud-Soudan. Depuis plusieurs mois, les pourparlers autour du partage des revenus du pétrole sont dans l'impasse entre le Nord et le Sud. Si le Sud-Soudan détient la plupart du pétrole, il a besoin des infrastructures et notamment de l'accès aux ports sur la mer Rouge, située au Soudan. Objectif donc de cette rencontre entre Salva Kiir et Omar el-Béchir à Khartoum, proposer des solutions aux tensions économiques entre Khartoum et Djouba. Il a été convenu d'établir des comités avec un calendrier précis pour parvenir à des solutions définitives. Si Dieu le veut, nous vous signerons dans les plus brefs délais un accord définitif et nous célébrerons ensemble la résolution des problèmes. À l'issue de 2 jours de négociations, le président du Sud-Soudan repart vers son pays confiant. Je rentre aujourd'hui à Djouba et je peux vous assurer que nous trouverons des solutions à toutes les questions en suspens. Nous signerons un accord dès que possible. Après plusieurs années de guerre civile, le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance le 9 juillet dernier. Alfred, la rencontre entre Omar el-Béchir et Salva Kiir présage-t-elle d'un renouveau des relations entre Khartoum et Djouba? En tout cas, on peut dire que c'est une bonne chose pour les deux républiques sœurs, hein, pour les deux États, parce que ça permet effectivement d'aplanir les difficultés qu'il y a entre les deux pays, les deux États. Le fait qu'effectivement al-Bashir reçoive Salva Kiir à Khartoum même, c'est quelque chose de très important pour montrer justement à leurs compatriotes, parce qu'il n'y a pas longtemps ils étaient ensemble, qu'effectivement le Sud-Soudan est devenu une république et qu'on doit le traiter en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, on sait que quelle est la pomme de discorde entre eux, c'est les ressources pétrolières du Soudan, à la frontière entre les deux États, à Abyei, qui est vraiment le lieu où est concentré tout le pétrole. Et que donc, effectivement, si on veut aller vers le développement des deux États, et surtout du Sud-Soudan, qui n'a pas beaucoup d'infrastructures, il faut qu'il y ait un climat de paix, un climat de confiance entre les deux États. Et donc là, je crois que c'est une bonne initiative. Mais enfin, on sait entre les deux, des accords ont été signés plusieurs fois qui n'ont jamais été respectés. Restons assez prudents quand même par rapport à cela. Wabeladio, comment peut-on imaginer un partage équitable entre le Nord, qui dispose d'infrastructures, et le Sud, qui dispose de matières premières? Bon, excusez-moi madame, je suis venu pour parler de l'équipement, mais je n'aime pas parler de la politique, parce que ce qui se passe en Afrique, pour moi, ça m'étonne. C'est comme ça que moi, je suis en train de préparer la jeunesse autrement, parce qu'il faut changer la mentalité et donner à la jeunesse l'esprit d'amour. Donc il faudrait donner donc à la jeunesse soudanaise. C'est ce système que je suis en train de changer, de mettre sur place. Et j'ai déjà formé plus de 200 et quelques mille personnes à travers l'Afrique. Parce que ce que nos aînés sont en train de faire, c'est de la honte même.
Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une solution entre le Nord et le Sud, justement, pour travailler ensemble et redynamiser les économies. Mais ils sont obligés de travailler ensemble, parce que nous sommes des Africains, nous sommes un seul peuple. Hein? D'abord, les pays que nous avons, ce sont des pays qu'on nous a dessinés. Hein? Alors pourquoi aller se battre pour je ne sais pas moi quoi? Donc c'est un problème qui doit... donc ils sont obligés de travailler en collaboration parce que c'est pas normal. Et surtout que la population est en train de bouger. On pensait que cette fois-ci, les tensions soient définitivement aplanies entre les deux Soudans. C'est très compliqué, c'est très complexe. Hein, c'est-à-dire que les chefs d'État peuvent manifester de la bonne volonté pour justement essayer de réconcilier, de rapprocher les deux États. Mais on sait que dans les deux camps, dans tous les camps, il y a toujours des faucons, il y a des colombes, et les faucons souvent poussent à la confrontation. Et que donc ils doivent, à l'intérieur de chacun de ces deux États, négocier justement pour trouver un équilibre qui permette effectivement justement qu'il y ait cette rencontre et probablement qu'on sorte justement de ce conflit. Le dialogue est nécessaire, de toute façon. Premier après info, le Burkina Faso. Taïwan et Ouagadougou ont tissé au fil du temps des liens forts. La mise en œuvre du programme Une ampoule pour l'Afrique qui vise à équiper tous les écoliers du Burkina Faso en énergie solaire en est d'ailleurs un exemple. Fanny Mounichi. Le président du Burkina Faso a répondu présent aux festivités du centenaire de la République de Chine. Blaise Compaoré est arrivé samedi à Taipei où il a rencontré son homologue taïwanais Ma Ying-jeou. L'entretien a été l'occasion de revenir sur les relations bilatérales entre les deux pays. Blaise Compaoré a également remercié le gouvernement taïwanais d'avoir participé au cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le président burkinabé poursuit sa visite lundi avec la grande parade organisée pour la célébration des 100 ans d'existence de la République de Chine. Alors, Alfred, est-ce que la Chine est devenue un partenaire privilégié de l'Afrique? Alors, tout à fait, mais sauf là qu'il faut distinguer, c'est Taïwan. Et on sait que c'est la pomme de discorde entre le Burkina Faso et la Chine continentale. Et que donc, effectivement, avant que les relations entre la Chine continentale et le reste de l'Afrique ne deviennent privilégiées, il y a eu d'abord Taïwan. Et au fond, là, Blaise Compaoré, lui, maintient justement ses relations privilégiées avec Taïwan, là où tous les autres États africains ont rompu les relations sur pression, justement, de la Chine, comme ils ont fait pression contre la Dalai Lama. Mais pourquoi le Burkina, par exemple, continue de dire que la Chine, la République, s'attache avec Taïwan en disant que de l'autre côté, du côté continental, il s'agit d'un régime autoritaire? En réalité, le problème n'est pas tellement là. C'est simplement que Blaise Compaoré reconnaît l'antériorité de sa coopération avec Taïwan et en même temps refuse de se faire dicter sa politique par la Chine continentale. C'est simplement cela, parce qu'au fond, la Chine continentale fait souvent pression de manière tellement pressante qu'elle ne laisse pas le choix au chef d'État. Et là, en l'occurrence, Blaise Compaoré, depuis un bon moment, tient tête et continue à avoir des relations avec Taïwan. David Ouabéladjo, est-ce que c'est important que l'Afrique diversifie ses partenaires, c'est-à-dire ce n'est plus simplement l'Europe, mais c'est aussi l'Asie? Mais la coopération, c'est dans tous les sens. Si on veut développer l'Afrique, il faut ouvrir les portes à tout le monde. Hein, l'essentiel que la négociation soit d'une façon transparente. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Et qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans ce partenariat avec l'Asie, par exemple? Bon, mais prenons le cas, par exemple, de l'Europe. Mais l'Europe a gagné sur l'Afrique. Parce qu'en explorant l'Afrique, ils ont ramené beaucoup de choses ici. Hein? Donc, nous aussi, à notre tour, nous avons besoin aussi d'aller vers les autres. Parce que nous allons tirer profit si ceux qui peuvent être, disons, qui peuvent aider l'Afrique à se développer. Notamment, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore capable de développer la technologie. Mais avec la coopération, la technologie africaine pourra aussi connaître un développement. Est-ce qu'on peut parler d'une redistribution des cartes, d'une nouvelle donne sur la géopolitique internationale? Alors, disons qu'avec la Chine continentale, oui, parce qu'au fond,
jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'éclatement de l'Europe orientale, de l'Europe centrale. L'Afrique avait été la dernière roue du carrosse au fond de l'Occident. Je disais au fond, l'Afrique est en perte de vitesse. Les Chinois continentaux, eux, ont compris, puisqu'ils ont un besoin énorme de matières premières, des énergies, qu'il y avait des gisements en Afrique et que donc il fallait aller vers l'Afrique. Mais est-ce que le Burkina n'y perd pas en soutenant Taïwan plutôt que de soutenir Pékin? Non, on n'y perd pas, puisque aussi Taïwan, justement, avait une politique de charme vis-à-vis de l'Afrique, investissait beaucoup à l'époque. Simplement, il y a eu ces pressions de la Chine continentale qui ont fait que beaucoup d'États se sont désengagés. Et pour compenser justement les pertes, voilà pourquoi la Chine continentale va soutenir des projets immenses, apporter des capitaux nombreux, etc. Le Zoom, c'est le Libéria. Sur une déclaration de la présidente Ellen Johnson Sirleaf concernant sa collaboration avec Lema Gbowee. Les deux prix Nobel de la paix souhaitent améliorer les conditions de vie des femmes. Je pense que Gbowee a approuvé notre collaboration. Une collaboration que nous allons utiliser pour travailler à l'autonomisation et à la participation des femmes. Nous irons jusqu'au bout de cette collaboration et pour ces élections, nous allons continuer à travailler pour les femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie. David Wabelajo, vous disiez tout à l'heure que les dirigeants africains actuels ne donnent pas assez de place à la jeunesse. Deux prix Nobel africains, je veux dire, féminins, ça va dans le bon sens, c'est dans le sens de la promotion de l'action de la femme? Bon, moi personnellement, j'ai toujours encouragé les femmes. Et parce qu'à regarder seulement ce qui se passe autour de nous, les femmes ont beaucoup sont beaucoup plus compréhensibles par rapport aux hommes. Même quand je vois ce qui se passe à travers les routes, quand les femmes conduisent, jamais vous n'apprendrez qu'une femme a fait l'accident, c'est rare. Ce sont surtout les hommes. Et les femmes, normalement, doivent être élevées. Et moi, j'ai toujours cherché à ce que les femmes même dirigent nos pays. Alfred, qu'est-ce que... Donc, si une femme est arrivée à décrocher un titre... deux femmes. Moi, vraiment, j'en ai fier. Et je pense que ce genre d'action doivent continuer. Qu'est-ce que peuvent apporter ces deux femmes au Libéria qu'elles n'ont pas déjà apporté dans le passé? Parce qu'elles ont combattu, elles ont eu une lutte commune. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Libéria revient de loin, de très loin. Et que Ellen Johnson Sirleaf a stabilisé le pays au sortir de la guerre. Elle a été au front à tous les combats pour justement, d'abord, la démobilisation des enfants soldats pour stabiliser le pays, lui assurer justement cet équilibre nécessaire. Et maintenant, ce n'est jamais assez. Et le combat pour la promotion de la femme, comme disait David, hein, c'est quelque chose de très important en Afrique parce qu'au fond, si vous prenez par exemple les Grands Lacs, les femmes sont les victimes des violences de guerre, des viols et des choses comme ça. Et là, effectivement, quand on a deux femmes qui accèdent à ce niveau de récompense, c'est quelque chose de très bien pour la promotion de la femme. Et je crois que pour le Libéria, c'est une très 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 bonne chose, pour l'Afrique d'ailleurs. Alors, en matière de promotion de la femme, quelques chiffres. Au début des années 2000, les Nations Unies avaient fixé à 30% le pourcentage des femmes dans les assemblées parlementaires. Alors, des pays africains comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique ou encore le Burundi ont largement dépassé ce quota, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe. Non, effectivement, il y a ces paradoxes, effectivement, où ce principe justement d'élévation de la femme au plan politique, de sa reconnaissance au plan politique, de sa participation, trouve en Afrique plus d'écho qu'en Europe. Et pourtant, effectivement, le combat pour la libération de la femme en Europe ici a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'années. Simplement, ce sont des sociétés qui sont très fermées, en Occident en particulier, enfin, on dirait aussi à travers le monde, des sociétés très fermées, très machistes, très phallocrates. En Afrique, les chefs d'État, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ont été dans ce combat pour la promotion de la femme dans chacun des États, avec des résultats différents. On a vu des femmes premiers ministres, des femmes ministres de l'économie, etc. Et au fond, ça va dans le bon sens. Ça n'est jamais assez, mais...
Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom où nous a rejoint entre-temps Fally Ipupa, l'artiste internationalement reconnu. Et face à lui donc David Wabeladio qui est inventeur d'une écriture dont on parlera tout à l'heure. Ensemble, nous allons faire le point de l'actualité. Et puis, nous allons commencer par les réactions des téléspectateurs et autres encore, Marie-Angèle. Oui, et surtout le dossier du jour. Si vous ignorez ce qu'est le Mandombe, notre dossier du jour dédié à l'éducation en République démocratique du Congo, vous le fera découvrir. Alors, dans l'inconscient collectif, l'Afrique est essentiellement perçue comme une civilisation de l'oralité et pourtant, ils sont nombreux les Africains qui ont inventé une écriture depuis les hiéroglyphes des Égyptiens. L'une des dernières inventions en matière d'écriture vient d'Afrique centrale et elle intéresse de plus en plus, bien au-delà des frontières africaines. Sur les traces du Mandombe, c'est un dossier de notre envoyé spécial Lizesti Askizimana qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour rencontrer l'inventeur de cette écriture. En Afrique, les ancêtres avaient leur propre écriture, des signes qui symbolisaient parfois des concepts précis. Mais à part l'Égypte avec les hiéroglyphes et le Cameroun avec le Shumon, l'écriture